Bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée Comment vous préparer aux oraux de concours et de master 1 et 2. Dans cette conférence, j'aborderai la préparation mentale, la gestion du stress ainsi que l'aisance oratoire. Je suis Gilles Payet, je suis coach en prise de parole en public. J'accompagne chaque année une dizaine de dirigeants, directeurs généraux, présidents d'entreprises et je forme également entre 200 et 250 managers sur le sujet de la prise de parole en public. Je suis également coach et sophrologue pour jeunes, pour des écoliers, pour des étudiants. J'interviens au niveau collège, lycée et études supérieures pour préparer les concours, le concours de Sciences Po, de l'ENA, de l'oral du barreau et tous les autres concours sélectifs. Et j'interviens, que ce soit pour le collège, le lycée ou ses études supérieures, sur des sujets comme la gestion du stress, sur le sommeil, sur l'aisance à l'oral, sur la préparation mentale, sur la gestion de l'énergie, comment favoriser sa concentration, développer sa mémoire, gérer au mieux son organisation et la priorité des tâches à faire lorsque l'on prépare, par exemple, lorsqu'on est en classe prépa, qu'on prépare le bac ou qu'on prépare un concours spécifique. Et puis, il y a quelques thèmes plus spécifiques comme, par exemple, c'est très courant chez nos jeunes, gérer la procrastination. Je suis également l'auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Vuibert qui s'intitule Mon coach en préparation orale. Et dans ce livre, je vous donne tout un ensemble de conseils, des exercices avec beaucoup d'aides très pratico-pratiques sur comment gérer la préparation à un oral. À J-1, mais également M-1, M-3, M-6, gérer dans le temps, gérer les temps longs, gérer les temps courts, plein d'exercices pour mieux gérer la pression, mieux gérer le stress, et puis beaucoup de conseils, beaucoup de tips sur l'aisance à l'oral, comment crever l'écran devant un jury composé de 1 à 10 personnes selon l'oral que vous passez. Avant de démarrer cette conférence, deux préambules. Le premier préambule, et qui fait partie des idées fortes de cette conférence, c'est de comprendre quelles sont les attentes du jury. Vous êtes un candidat, une candidate sur cette photo, vous faites face à 4 personnes qui composent votre jury. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de comprendre quelles sont les attentes de ce jury. Alors, les attentes, je dirais, classiques d'un jury qui sanctionne soit l'entrée dans une école par le biais d'un concours, soit un examen final de cycle comme un examen oral de L3, de M1 ou de M2. C'est tout d'abord une présentation impeccable. Ce que j'entends par présentation, c'est bien sûr présentation physique, les codes vestimentaires, mais également les codes de politesse, les codes de préséance, d'avoir finalement une posture, une présentation qui ressemblerait à celle d'un professionnel en poste. Deuxièmement, évidemment, si vous avez une aisance dans l'échange, au niveau du regard, au niveau de la voix, au niveau de votre gestuelle, et bien sûr au niveau du fond de vos réponses ou de vos présentations, c'est quelque chose qui sera apprécié. Troisième point, on attend des candidats en entrée d'école ou en sortie de cycle de la sincérité et de l'authenticité. C'est finalement la preuve d'une maturité et c'est un vrai critère de sélection, un vrai critère de bonne notation que de présenter un parcours, des envies, des qualités, des compétences, des expériences, des faits marquants de votre jeune parcours de vie qui soient authentiques et sincères. Bien sûr, on attendra de vous des propos structurés. Si on vous demande de plancher sur un texte, on vous demandera sans doute une introduction, sans doute 2 parties, sans doute 2 à 3 sous-parties dans chaque sous-partie, et évidemment une conclusion. Donc c'est ces propos structurés, pareil dans vos réponses. Peut-être un tips tout de suite, c'est on vous pose une question technique, vous répondez à la question technique dans une première partie, et c'est toujours bien dans une deuxième partie de l'illustrer par des faits concrets, par une jurisprudence si vous êtes juriste, ou bien par un cas d'entreprise si vous êtes plutôt sur un concours plus opérationnel, de type école de commerce. Bien sûr, vous serez jugé sur la pertinence de vos questions, mais également sur votre capacité d'argumentation sur les questions et les réponses, sur cette phase de questions et réponses qui sont souvent la deuxième partie des questions posées en entretien et en sélection en oraux de concours et d'examen.
Et dans cette argumentation, on attendra de vous, en tout cas sachez que vous serez bien noté si vous avez la lucidité, si vous avez l'humilité et si vous avez l'intelligence de dire je ne sais pas, plutôt que d'essayer de vous dépatouiller, de tourner autour du pot pour ne pas répondre à la question. Le déroulé de votre grand oral, grosso modo, que vous ayez 2 à 10 jurés, ça va se dérouler à peu près de la façon suivante. Le premier temps, ça va être, vous serez dans une salle dans laquelle vous entrerez après avoir fait une attente plus ou moins longue dans le couloir, et vous allez tirer un sujet sur lequel vous allez devoir devant un jury. Donc vous tirez au sort ce sujet. Vous avez un temps défini. Bon, j'ai indiqué 60 minutes de préparation, mais vérifiez ce temps de préparation. C'est variable selon les oraux. Parfois, c'est un quart d'heure, parfois, c'est une demi-heure. Parfois, ça peut être 2 heures de préparation pour certains oraux de concours de la fonction publique. Et ensuite, vous entrez dans la salle et devant votre jury. Vous aurez, si vous voyez, si l'ensemble de votre prestation dure une demi-heure, on attendra de vous une présentation comprise entre 5 et 15 minutes, et le reste du temps sera consacré aux questions du jury, et puis à vos réponses, bien. Donc, je l'ensemble des étapes, vous attendez dans le couloir, vous entrez dans la salle où vous allez tirer votre sujet, vous aurez un temps de préparation que vous devez connaître au moment de la consultation de cette vidéo. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à tout de suite avoir cette information qui est importante. Encore une fois, que vous ayez 10 minutes ou 2 heures de préparation, c'est pas la même chose. Ensuite, vous aurez cette phase si redoutée, je dirais, d'entrer dans la salle devant le jury. Vous attendrez qu'on vous prie de vous asseoir pour vous asseoir, vous saluerez tout le monde, et puis on vous demandera de faire votre présentation ou de vous présenter, et c'est ainsi que démarrera le jury, et une demi-heure après, généralement, vous sortez de la salle. La conférence d'aujourd'hui, donc je vais aborder 3 sujets, la préparation mentale, la gestion du stress et l'aisance oratoire par rapport à cette situation où vous présentez un oral de concours ou un oral de fin de cycle ou de fin de cycle intermédiaire comme une EL2, une EL3 ou un Master 1. Et puis évidemment les oraux de sortie de Master. Ces conseils-là valent bien évidemment également pour tous les oraux de concours de la fonction publique. Premier sujet, la préparation mentale. Je vous propose d'aborder 6 sujets différents. Le premier sujet de vos atouts en termes de préparation et de présentation, celle de vos réussites, de votre signature, de votre posture professionnelle, des entraînements que vous pouvez mettre en place, que vous devez mettre en place, et puis un exercice de visualisation qui est très intéressant pour vous rendre plus fort, en tout cas mentalement, dans la préparation qui est la vôtre pour réussir l'oral que vous êtes en train de préparer. Premier temps, vos atouts. Il est intéressant de vous poser la question de savoir quels sont vos atouts, les atouts utiles pour réussir votre grand oral. Vos atouts en termes de qualité, de connaissances, de compétences, de talents, de facultés, de capacités ou d'aptitudes. On commence à faire la liste des atouts, en tout cas qui sont bien évalués par un jury. Vous avez tous ces atouts là qui défilent devant vos yeux, comme la rigueur dans l'analyse, la pédagogie pour expliquer, pour donner une réponse simple à une question technique, votre capacité d'écoute, votre charisme, est-ce que vous dégagez lorsque vous parlez, lorsque vous regardez vos interlocuteurs, est-ce que vous dégagez une présence qu'on peut appeler du charisme, est-ce que c'est votre culture générale que l'on va remarquer, est-ce que c'est votre curiosité d'esprit, est-ce que c'est votre pédagogie, votre esprit de synthèse, votre aisance relationnelle, votre capacité à dire je ne sais pas, bref, dans ces 24 items, alors c'est une liste assez courte, vous voyez, il n'y a que 24 points. En réalité, si je devais faire une liste des atouts possibles pour les candidats devant un jury, cette liste serait beaucoup plus longue. Je vous invite simplement, à partir de cette liste, peut-être faites un arrêt sur image dans cette vidéo pour vous dire, bon alors moi, si je devais définir qui je suis ou quels sont mes atouts, eh bien, je choisirais le point 2, le point 7, le point 14, le point 20. Voilà. Soyez conscient en tout cas de vos atouts et dites-vous que ces atouts vous serviront pour réussir le jour J.
Je vous invite également à explorer pour vous donner confiance dans cet exercice qui est toujours un petit peu anxiogène d'être présent devant un jury avec plusieurs personnes à gérer pendant ces 30 minutes de jury, à vous interroger sur vos réussites passées, vos réussites en termes de prise de parole en public. Et je vous invite à revisiter votre petite enfance ou votre enfance, par exemple en vous souvenant que vous avez fait ce tour de magie devant votre famille, vous aviez 6 ans ou 7 ans, en vous souvenant des participations orales, soit pour intervenir en répondant à une question, par exemple à laquelle personne de la classe ne savait répondre, ou à faire un exposé devant votre classe. Sous un autre champ, celui de la musique par exemple, de vous souvenir que vous avez été particulièrement à l'aise devant cet auditorium rempli de plein de parents et de plein d'enfants. Il y avait peut-être 100, 150, 200 personnes, et vous avez pu dire un petit mot pour présenter l'œuvre et puis assurer, entre guillemets, devant ce public nombreux. Vous pouvez vous souvenir également d'une prise de parole en public sous un autre angle, celui du management d'un groupe. Alors ça peut être dans l'univers sportif. Là, par exemple, vous pouvez avoir pris en charge parce que vous aviez un bon niveau, que vous avez sans doute toujours aujourd'hui en tennis, et que vous avez pris en charge des enfants le mercredi après-midi ou le samedi, et que vous avez su, en termes d'interaction, d'art oratoire, gérer ce petit groupe sous l'angle sportif, ici le tennis. Vous pouvez vous souvenir également d'interventions faites dans le cadre de vos études, comme la participation à un concours d'éloquence ou l'animation je sais pas, de tables rondes dans le cadre d'une association où vous avez invité des personnalités extérieures et c'est vous, par exemple, qui auriez animé cette table ronde. Et puis peut-être plus simplement ou de façon plus pratique, vous pouvez vous souvenir également d'oraux réussis dans le cadre de vos études supérieures ou au lycée, ou l'oral à l'occasion d'un oral que vous avez passé ou d'un entretien plutôt, mais d'une participation orale à l'occasion d'un entretien d'embauche par exemple. C'est important de vous souvenir de tous ces bons moments, de tous ces éléments positifs parce que c'est un message que vous envoyez à votre cerveau que ce jour-là, ce moment-là, vous avez parfaitement géré la situation et que donc pour votre prochain oral de concours ou d'examen, vous êtes en capacité de mobiliser à nouveau cette capacité à intervenir devant un ou plusieurs interlocuteurs de façon structurée, avec intelligence, avec clarté dans vos propos et en gérant à la fois le regard, la voix, la gestuelle. On y viendra à la fin de cette conférence. Je vous invite également à vous poser la question de savoir, vous êtes à l'aube de votre vie professionnelle ou quelques années juste avant, mais de vous poser la question malgré tout, quel professionnel ai-je envie d'être ? Et de commencer à visualiser par rapport à votre projet professionnel, la professionnelle ou le professionnel que vous auriez envie d'être. Je vous invite également, une fois que vous aurez défini ce profil de professionnel que vous auriez envie d'être, devant le jury, le jour de l'oral, d'incarner ce ou cette professionnelle, avec la bonne posture, avec vos qualités, avec vos compétences et vos aptitudes. Il est intéressant sur ce questionnement de la signature professionnelle de vous interroger aussi, en tout cas ça peut être un angle intéressant, de vous interroger sur ce que j'appelle les personnes référentes. Si vous deviez ressembler à quelqu'un qui vous inspire en termes de prise de parole en public, qui serait cette personne? Et qui seriez-vous? Qu'est-ce que cette personne dégage? Qu'est-ce que ce leader, homme ou femme, dégage? À qui souhaiteriez-vous ressembler? Et de définir quelles sont les qualités, les compétences, etc. associées à cette personne. C'est un autre questionnement qui peut être intéressant, dont le contenu de la réponse peut être intéressant pour vous. Je vous invite, sur la posture professionnelle, à vous poser la question de savoir qui serez-vous devant votre jury le jour du grand oral. Est-ce que vous serez un étudiant, une étudiante? J'ajouterai simplement un étudiant, simplement une étudiante, ou bien déjà une future professionnelle, déjà un futur professionnel. Ne vous méprenez pas sur cet écran. Tous les jurys, de tous les concours, de tous les examens de fin de cycle aiment voir devant eux le futur professionnel ou la future professionnelle qui sera diplômé plus tard et qui représentera notamment l'école. Et ils souhaitent, même si vous n'avez que 18 ans,
19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans ou un petit peu plus, ils souhaitent voir déjà dans la posture, dans le code vestimentaire, dans votre façon de regarder, dans votre façon de présenter, dans votre façon de répondre aux questions, dans votre façon d'argumenter, dans votre façon de dire je ne sais pas. Ils veulent voir un ou une future professionnelle. Essayez de travailler cette posture. Vous pouvez vous dire chaque matin, devant la glace, en vous maquillant, c'est plutôt pour les jeunes filles, je suis une future professionnelle, ce grand oral est une réunion professionnelle devant 4 professionnels. Vous, messieurs, le matin du grand oral, le matin de votre oral, vous pouvez vous dire devant la glace, en nouant votre cravate, je suis un futur professionnel, ce grand oral est une réunion professionnelle devant 4 professionnels. Au réveil, vous avez l'habitude, euh, vous avez une routine, vous avez un rituel qui est de faire des exercices ici de gainage. Vous pouvez pendant ces exercices prononcer mentalement ou à haute voix, je suis une future professionnelle, ce grand oral est une réunion professionnelle devant 4 professionnels. Et en allant le jour J à cet oral, en vous rendant dans l'établissement, vous pouvez de la même façon prononcer mentalement ces 3 phrases. Vous commencez à comprendre le principe. Je suis un futur professionnel. Ce grand oral est une réunion professionnelle devant 4 professionnels. C'est intéressant, je vous assure que c'est intéressant, de vous programmer mentalement à être devant votre jury un ou une future professionnelle. Dernier point, enfin avant-dernier point sur cette première partie sur la préparation mentale, je vous invite, je vous invite fortement à répéter. Vous avez dans votre établissement scolaire ou universitaire ou bien chez vous, mais c'est bien de le faire dans la place, là où vous passerez votre oral, vous avez la possibilité de vous organiser avec vos camarades pour organiser plein de simulations. Et voir dans ces simulations à la fois vos points forts, vos points faibles. Et l'idée, vous voyez, dans cette image, admettons que vous soyez le candidat qui soit face à vos 3 camarades qui jouent le rôle de jury, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de le faire dans les situations réelles, avec des vrais sujets, avec des vraies questions et des vraies réponses. Et une fois que vous êtes passé en tant que candidat, en tant que candidate, eh bien, vous tournez, vous allez dans le jury et l'un des membres du jury devient candidat. Et là, dans l'hypothèse où vous êtes 4, eh bien, vous avez 4 rôles à jouer, une fois le candidat, et 3 fois donc en position de jury. C'est très intéressant d'être en position de jury parce que vous allez vous mettre dans la peau du jury et ça sera plus facile pour vous d'être le candidat après être passé en tant que jury. Je vous invite vraiment à faire l'expérience. Vous pouvez également dans ces phases d'entraînement vous entraîner grâce à la webcam de votre ordinateur. La webcam, ça peut être un smartphone que vous placez et qui vous permet de travailler notamment toutes vos présentations. Quand on vous demande de vous présenter ou de présenter un sujet sur lequel on vous demande une analyse sous la forme d'une introduction de 2 parties, 4 sous-parties et d'une conclusion, par exemple, c'est un format classique, eh bien vous pouvez vous entraîner justement à être plus à l'aise. Vous pouvez vous entraîner à travailler votre voix. Vous pouvez vous entraîner à travailler votre gestuelle. Vous pouvez vous entraîner à travailler votre regard. Vous pouvez vous entraîner sur des questions un petit peu délicates que vous redoutez, de façon à vous approprier l'image, une image positive, en le faisant 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ne pas hésiter à le faire 5 fois, 6 fois, à refaire, de façon à ce que l'image que vous voyez, une fois que vous revoyez l'image enregistrée, que cette image vous plaise. C'est la meilleure façon de renforcer votre mental, d'envoyer plein d'ondes positives à votre cerveau. N'oubliez pas, une préparation sérieuse, professionnelle pour votre oral consiste à vous entraîner et à vous filmer. Vous voyez, chaque année, j'accompagne une dizaine de dirigeants, je parle de dirigeants, les dirigeants des entreprises, ainsi que 200 à 250 managers en formation professionnelle. Il n'y a pas un seul coaching, pas un seul accompagnement qui n'intègre pas une répétition et en réalité plusieurs répétitions orales qui sont toutes filmées. Le fait de se revoir en situation permet de corriger tous les petits défauts ou les grands défauts que vous avez. Donc c'est très important de prévoir ce temps dans votre temps de préparation, ce temps d'entraînement et de captation vidéo.
La visualisation, c'est un exercice très intéressant à faire. Je vous invite à le faire dans les jours qui précèdent votre oral. Je vous invite vraiment à le faire évidemment la veille au soir, mais pas que la veille au soir. Je vous invite pour cet exercice de visualisation à vous mettre dans une position confortable, une position assise ou allongée. C'est pas mal de le faire en position assise parce que ça vous évite éventuellement de sombrer dans les bras de Morphée, surtout si vous êtes fatigué. Donc prenez une chaise, un fauteuil ou bien un canapé. Prenez une position confortable, les pieds posés bien à plat sur le sol, pas de jambes croisées, hein, pas de tension dans votre corps. Les mains ou les avant-bras posés sur vos cuisses. Vous fermez les yeux, puis vous portez votre attention sur votre respiration. Vous installez le calme en restant centré sur votre respiration. Des inspirations lentes, où vous pourriez compter tranquillement de 1 à 5, suivies d'expirations lentes, où de la même façon vous comptez de 1 à 5. Puis vous visualisez le jour de votre oral. Imaginez, vous entrez dans la salle, vous souriez, vous êtes confiante, visualisez-vous en train de sourire, le corps droit, en pleine confiance. Vous tirez au sort votre sujet, s'il s'agit de ça. Vous le préparez sereinement, visualisez-vous vous installer à la table, vous avez le sujet, vous avez vos feuilles de brouillon, vous notez toutes les idées fortes, vous structurez votre plan, vous rédigez votre introduction, vous rédigez votre conclusion, vous avez votre montre à côté pour gérer le temps de préparation, vous êtes super organisé et vous êtes serein pendant cette préparation. Visualisez, envoyez à votre cerveau des images et des ondes positives. Le temps de préparation se termine, on vous le signale, on vous appelle, vous allez passer devant le jury. Et à l'invitation du jury, vous vous installez devant eux, après être entré dans la salle et après avoir salué le jury. Bonjour madame, bonjour messieurs, ou bonjour monsieur, bonjour mesdames. Selon les convenances, vous pouvez dire si c'est attendu, bonjour madame la présidente, bonjour mesdames et messieurs. Soyez au clair sur les phrases à prononcer. Vous présentez votre sujet de façon fluide, avec des regards pour chacun des membres du jury, avec une gestuelle appropriée, des gestes plutôt d'ouverture, mais aussi un point qui se sert pour énumérer, par exemple, 3 idées fortes. Vous regardez alternativement chacun des jurés, qu'ils soient 4, qu'ils soient 2, qu'ils soient 10. Vous répondez avec aisance aux questions. Et vous prenez conscience à la fin de l'exercice, dans la position qui est la vôtre, en position assise, les pieds posés à plat sur le sol, les mains ou les avant-bras posés sur vos cuisses, les yeux fermés, vous prenez conscience des ressentis positifs à l'évocation de ces différentes phases de votre oral, ces différentes phases réussies de votre oral. Voilà. C'est important de faire cet exercice de visualisation mentale. Dans chacun des coachings de dirigeants que je peux faire, dans chacun des coachings d'étudiants pour les oraux très sélectifs, comme les oraux de l'oral du barreau, les oraux, le grand oral, mais aussi les autres oraux pour présenter et préparer l'ENA, tous les oraux d'admission dans les écoles de commerce, tous les oraux de fin de cycle, dans les accompagnements que je propose pour les étudiants, il y a toujours cet exercice de visualisation mentale que j'organise à distance par téléphone la veille au soir de l'examen à passer. C'est intéressant de le faire également avant le sommeil puisque c'est une bonne façon à la fois de relaxer votre corps et votre esprit et encore une fois de vous endormir, d'envoyer à votre cerveau sur les derniers temps de conscience toutes ces images positives. Ça aide à mieux gérer le stress. À propos de stress, la transition est toute trouvée. C'est la deuxième partie de cette conférence où je vous propose d'aborder 6 sous-sujets. Tout d'abord le sujet du J-1, qu'est-ce qu'on fait la veille de son oral du point de vue du stress. D'aborder le sujet du jour J, du réveil et du trajet. D'aborder le sujet du stress devant la porte quand vous attendez dans le couloir, votre entrée devant le jury ou votre entrée dans la salle qui va vous permettre de préparer le sujet que vous allez tirer au sort. Comment gérer le stress au moment de la découverte du sujet. Comment gérer le temps où vous travaillez pendant 60 minutes, pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, pendant 2 heures selon votre oral. Et comment gérer le stress? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose quand on est face au jury et que l'on sent la pression monter?
Premier temps, J-1. Je vous propose un exercice vraiment très intéressant. Alors j'ai mis J-1, mais en fait c'est aussi à J-30, J-15, J-10. L'idée c'est de favoriser le calme et la concentration lorsque vous êtes en train de travailler, de faire en sorte que le stress, dans votre préparation, avant le jour J, vous puissiez le mettre à distance. Vous puissiez faire en sorte que ce stress ne soit pas trop présent, voire pas du tout présent, dans vos phases de révision, dans vos phases de travaux. Donc je vous invite en position à votre bureau, là où vous avez l'habitude de travailler, de prendre une position confortable, les pieds posés à plat sur le sol, les mains ou les avant-bras posés sur vos cuisses ou bien sur votre table de travail, le dos droit, la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale, et dans cette position à fermer les yeux et à porter votre attention sur votre respiration, des inspirations lentes et profondes, suivies d'expirations lentes et profondes, et vous faites ça, inspiration, expiration, 3 fois, avec l'idée d'installer le calme en vous et de préparer votre corps et votre cerveau à travailler en concentration, au calme, en mettant à distance tous les sujets de... Après cette préparation mentale et physique, je vous invite à visualiser devant vous, ou au-dessus de votre tête, toutes les lettres du mot concentration, où vous pouvez remplacer le mot concentration par le mot calme ou par un mot adapté, et vous visualisez devant vous ou au-dessus de votre tête ce mot. Dans un deuxième temps, tout en continuant à visualiser ce mot, tout en continuant à avoir les yeux fermés, vous inspirez lentement et profondément comme si vous inspiriez ce mot, que ça soit la concentration, le calme ou un autre mot. Vous inspirez en visualisant ce mot et à l'expiration, vous diffusez la concentration ou le calme ou le mot choisi dans tout votre corps, la tête, le cou, les épaules, les bras, le buste, le bassin, les jambes, jusqu'à vos pieds. Vous diffusez ce mot ressource dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Puis, vous faites l'exercice 3 fois. Vous inspirez, vous diffusez dans votre corps une fois, 2 fois, 3 fois. Et vous prenez conscience que tout votre corps est rempli de ce mot, la concentration, le calme ou le mot ressource, et que vous êtes prêt à travailler. La durée totale de cet exercice, si vous le faites, vous inspirez sur 5 secondes, vous diffusez sur 5 secondes, ça fait donc x3, ça fait 30 secondes, plus le temps de mise au calme de votre corps avec les respirations à nouveau 30 secondes. Donc vous en avez à peu près pour 1 minute. Faites cet exercice 1 minute avant tout gros travail de révision ou d'apprentissage. C'est l'assurance de préparer votre cerveau de façon optimale pour travailler et en mettant à distance tous les sujets de stress. Je répète, je récapitule, position confortable, les yeux fermés, l'inspire, l'expire 3 fois, vous mettez au calme votre corps et votre esprit, vous visualisez le mot ressource, vous inspirez ce mot, vous le diffusez à l'expire dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, 3 fois, et vous prenez conscience que ce mot, la concentration, le calme ou votre mot ressource, est présent dans tout votre corps et occupe tout votre corps et votre cerveau. Un autre exercice qui est dans la catégorie des exercices d'auto-hypnose, qui est à faire notamment en cas de difficulté à vous endormir la veille au soir de votre oral. Vous êtes donc en position confortable, vous avez les yeux ouverts, donc vous pouvez être sur le côté comme sur le dos, dans la position qui est la vôtre. Vous fixez un détail devant vous, que ce détail soit au plafond ou sur un mur, sur une fenêtre, peu importe, un détail. Vous inspirez les yeux ouverts, tranquillement, à votre rythme, et à l'expiration, vous fermez vos paupières. Puis vous recommencez, vous inspirez les yeux ouverts en ouvrant les paupières, et vous expirez en fermant. Vous inspirez en rouvrant les yeux, puis vous expirez en fermant les paupières. Vous inspirez en soulevant vos paupières, puis vous expirez en les fermant. Et vous vous apercevrez que vos paupières vont devenir rapidement trop lourdes, trop pesantes, et vous poursuivez ce cycle. Et à un moment donné, vous ne pourrez plus relever vos paupières. Cet effort sera trop difficile. Ça sera le signe que votre corps lâche prise, commence à lâcher prise,
Et vous laissez cette sensation de relâchement, de dénouement, de lâcher prise, gagner tout votre corps, votre visage, votre tête, votre cou, votre nuque, vos épaules, votre poitrine, votre ventre, votre dos, votre bassin, vos jambes jusqu'à vos pieds. Laissez se diffuser cette sensation de relâchement, de dénouement et de lâcher prise jusqu'à tout votre corps. Cet exercice est à faire, encore une fois, si vous ressentez une difficulté ou des difficultés à vous endormir. Il peut être fait également si vous vous réveillez la nuit, voyez à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, de façon à pouvoir vous rendormir. C'est en tout cas un exercice à tester, peut-être là, dès ce soir, si vous avez ces soucis de sommeil. Deuxième sujet sur la gestion du stress, comment gérer le stress le jour J au réveil et lors du trajet. Je vous invite à un premier exercice qui est un exercice de cohérence cardiaque qui sert pour calmer les pics de stress ou de panique. Dans cet exercice, je vais vous offrir une respiration d'1 minute, de respiration en pleine conscience, où vous allez inspirer lorsque la bulle rose va monter et vous allez expirer lorsqu'elle va redescendre. Je vous invite, pour faire cet exercice là dès maintenant, à vous mettre devant votre smartphone ou votre ordinateur en position confortable, les pieds posés à plat sur le sol, les avant-bras posés sur vos cuisses ou vos mains posées sur les cuisses, de vous mettre bien adossé au dossier de votre chaise, le dos droit, la tête dans le prolongement de votre corps, et je vais vous demander de suivre cette bulle qui monte et qui descend. C'est parti. Vous inspirez tranquillement quand la bulle monte et vous expirez lorsqu'elle redescend. Vous inspirez par le nez et vous expirez en soufflant par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Vous inspirez et vous expirez en soufflant. Vous inspirez tranquillement et essayez à l'expiration de ressentir le relâchement naturel de votre corps, de vos épaules. Vous inspirez et vous soufflez en lâchant prise, en laissant aller toutes vos tensions, tout votre stress. Une dernière fois. Voilà pour cet exercice qu'on appelle un exercice de cohérence cardiaque. Je vous invite à le faire non pas sur 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, mais plutôt sur 5 minutes et je dirais au moins 3 minutes. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement reprendre cette vidéo ou bien en faisant une recherche sur Internet, en mettant exercice cohérence cardiaque et en cherchant ça sur YouTube, eh bien vous trouverez plein d'exercices de cohérence cardiaque. Vous en trouverez un autre sur le site que j'anime qui s'appelle sophroschool.fr, sophroschool.fr pour retrouver un exercice de 3 minutes de cohérence cardiaque. Le matin, lorsque vous vous rendez sur le lieu de votre examen, je vous invite à tester cette marche où vous inspirez sur 5 pas en comptant 1, 2, 3, 4, 5, puis vous expirez sur 5 autres pas. Lorsque vous ferez cet exercice en pleine conscience, eh bien, vous mettrez à distance les pensées parasites. Vous savez, ce genre de pensée, oh là là, est-ce que je vais me souvenir de ça? Oh là là, j'espère que je ne vais pas tirer tel sujet. Oh là là, est-ce qu'ils vont être sympas avec moi, etc. Toutes ces pensées inutiles, mais qui provoquent en vous une montée du stress. De cet exercice, c'est de la même façon d'inspirer en comptant 1, 2, 3, 4, 5 sur 5 pas, puis de retenir votre respiration sur 5 autres pas, puis à nouveau compter 5 pas, les 5 pas suivants pour expirer. Vous expirez sur 5 pas, vous bloquez votre respiration sur 5 pas, et vous expirez sur 5 nouveaux pas. À vous de trouver votre rythme. Moi, quand je fais cet exercice, j'inspire plutôt sur 10 pas, et j'expire sur 15 pas, vraiment pour me mettre dans une bulle de calme, où je ralentis dans une bulle de concentration bénéfique pour moi. Mais nous sommes tous dotés de pulsations cardiaques différentes, d'une capacité pulmonaire différente, et donc ce timing-là, le bon équilibre, le bon rythme, c'est à vous de le trouver.
Vous pouvez également faire cet escalier si par exemple vous arrivez sur le lieu de l'examen, que la salle d'examen est au 3e étage. Je vous suggère fortement de ne pas prendre l'ascenseur, mais d'utiliser l'escalier pour vous rendre dans la salle ou vous rendre dans le couloir qui mène à la salle de votre oral. Et de la même façon, dans l'escalier, vous pouvez faire l'exercice précédent, mais en vous servant des marches pour rythmer, pour compter sur vos temps d'inspiration et sur vos temps d'expiration. Et vous pourriez inspirer sur 3 marches, expirer sur les 3 suivantes, ou bien encore sur le même modèle que la variante de l'exercice précédent, vous pourriez inspirer sur 3 marches, retenir votre respiration sur les 3 marches suivantes pour expirer sur les 3 suivantes. À vous encore une fois de trouver votre rythme. L'intérêt de ces 2 exercices, c'est de créer, avec la marche respirée ou la montée de l'escalier en comptant les marches, de créer un moment de concentration, de mobilisation de votre cerveau sur cet exercice et non pas sur vos pensées parasites. Donc de mettre à distance ces pensées parasites, puisque vous n'y pensez pas si vous faites l'exercice en pleine conscience. De penser aussi au fait que si les idées parasites reviennent, et elles reviendront sans doute, de revenir simplement sur le comptage de vos pas ou le comptage des marches dans l'escalier. Et puis ça a un 3e effet, un 3e intérêt important, c'est que quand vous faites, à chaque fois que vous faites ces exercices de respiration en pleine conscience, vous oxygénez votre corps et donc vous oxygénez votre cerveau, puisque d'inspirer sur 5 secondes, vous apportez à peu près 2 fois plus d'oxygène que sur une respiration classique qui est beaucoup plus courte. Voilà. Donc un cerveau bien oxygéné, c'est un cerveau qui fonctionne. C'est un petit peu le même parallèle que l'huile ou l'essence d'un moteur de voiture. S'il en a, le moteur va bien se porter et vous emmènera loin et vite. Lorsque vous êtes devant la porte, là vous voyez il y a une porte, il y a une cloison, et derrière cette porte, c'est la salle dans laquelle se trouve le jury ou dans laquelle se trouve l'assesseur qui va vous faire tirer au sort votre sujet pour le préparer. Qu'est-ce qu'on peut faire devant une porte en attendant son tour? Eh bien, je vous invite à faire cet exercice qui est tout simple, que vous connaissez, puisque c'est un petit peu un exercice qu'on a vu précédemment. Vous pouvez le faire les yeux fermés, s'il n'y a personne, ou les yeux ouverts. Vous inspirez lentement en pensant à un mot ressource. Ça peut être le mot calme, ça peut être le mot énergie, ça peut être le mot force, ça peut être le mot maîtrise, ça peut être le mot, je ne sais pas, intelligence, ça peut être le mot créativité, ça peut être le mot répartie, si vous souhaitez mobiliser en vous votre sens de la répartie. Voilà, un mot ressource qui fait sens pour vous, donc vous inspirez lentement en pensant à ce mot ressource, et à l'expiration, vous diffusez ce mot dans tout votre corps. Un petit peu comme dans le schéma tout à l'heure où il y avait le jeune garçon assis sur la chaise, avec cette visualisation où le mot se diffuse dans la tête, dans le cou, la nuque, le dos, la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes jusqu'à vos pieds. Et vous inspirez 3 fois ce mot et vous le diffusez 3 fois dans tout votre corps. À nouveau, ça va créer une bulle de concentration, ça va vous apporter du calme, de l'apaisement, de la concentration. Et lorsque votre nom sera appelé pour rentrer dans la salle, pour franchir cette porte fermée, eh bien vous serez plus en maîtrise de vous-même, en attention, en concentration. Et vous aurez mis à distance les pensées parasites qui font monter habituellement votre stress. Ça vaut donc le coup d'essayer cet exercice devant la porte, dans les minutes qui précèdent votre entrée. Lorsque vous entrez, si dans le process de votre oral, il y a le fait de préparer un sujet, ce qui est souvent le cas bien sûr pour les oraux de concours ou d'examen, eh bien vous allez découvrir ce sujet. Et ce que je vous invite à faire avant de foncer sur le travail sur ce sujet, le travail préparatoire, c'est de vous accorder tout simplement un exercice de 3 respirations complètes. Vous inspirez sur 5 secondes, vous expirez sur 5 secondes, ça fait 10 secondes, et vous le faites 3 fois, c'est-à-dire c'est 30 secondes. Si vous avez un temps de préparation de 60 minutes c'est 3600 secondes. Et là, je vous propose un exercice qui va durer 30 secondes sur 3600 secondes. Et 30 sur 3600, ça fait 3 sur 360, c'est-à-dire c'est moins d'1% de votre temps de préparation que je vous suggère de consacrer à l'exercice, cet exercice de 30 secondes, qui va provoquer quoi? Qui va faire en sorte que votre cerveau va être plus au calme et sera plus en capacité de mobiliser toutes les ressources, votre capacité d'analyse, votre capacité de discernement, votre capacité de rédaction,
votre capacité d'aller puiser dans votre mémoire les bonnes informations. Faites cet exercice avant de vous ruer 60 minutes. Lorsque vous êtes à votre table de travail, avant de passer devant le jury et que vous préparez votre oral et la rédaction que vous allez présenter devant le jury, je vous invite à avoir des idées simples. Peut-être préparer ce texte avant. Alors moi, je vous propose ce texte-là, qui est un texte intérieur. Vous pouvez éventuellement le réécrire sur votre feuille. Ça peut être une façon de l'intérioriser avant de démarrer, où vous vous dites quelque chose de solide, quelque chose de positif, qui pourrait ressembler à cette phrase. Je ne panique pas. Je reste forte, je reste fort sur ma méthode en 5 temps. Dégager une problématique, dégager 2 parties, dégager 4 sous-parties, enrichir par des exemples, par de la jurisprudence, des articles de loi, des faits d'actualité et rédiger une conclusion qui ouvre le sujet. Je ne panique pas, je reste forte, je reste fort sur ma méthode en 5 temps. Vous voyez, ça pourrait être ce genre de discours que vous prononcez mentalement. C'est une façon de rester concentré, de rester forte, de rester fort sur ce que vous savez habituellement bien faire ou très bien faire. C'est pas inutile de vous rappeler la personne forte que vous êtes. Dernier temps sur la gestion du stress, devant le jury, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire moins de choses, bien sûr, puisque lorsque vous présentez, vous êtes dans l'action de votre parole, et lorsque vous répondez aux questions, si c'est une question, par exemple, qui vous met en émotion, eh bien, là, vous n'avez même pas 30 secondes pour y répondre, vous pouvez prendre un temps, mais ce que je veux dire, c'est que les émotions qui arrivent dans ces moments-là, vous avez moins de temps. Vous avez quand même un champ du possible adapté à ces situations où vous êtes devant le jury. Si vous ressentez une tension qui monte, je vous suggère fortement, lorsque c'est un temps où le jury vous pose une question, ou lorsque le jury est en train de parler, soit entre eux, soit directement à vous, je vous invite simplement à avoir le réflexe, un réflexe vital, un réflexe de survie, où vous simplement vous allongez vos temps d'inspiration, vous allongez vos temps d'expiration, de façon à apporter, physiologiquement parlant, là on parle de physiologie, non plus de mental, mais une détente à votre corps, une détente musculaire, une détente de votre diaphragme, détente de vos cordes vocales, détente de votre mâchoire, détente de votre corps tout entier. Donc dès que le jury parle, d'une façon ou d'une autre, écoutez-le bien sûr, mais développez en vous une sorte de réflexe où vous augmentez les temps d'inspiration et d'expiration. Deuxième possibilité, c'est, on vous pose la question, c'est une question qui vous met en émotion. Je vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion. Un candidat à un oral de concours d'entrée ou d'examen de fin de cycle qui réfléchit, c'est franchement vous gagnez des points. Il ne faut pas penser que parce que vous mettez 10 secondes avant de réfléchir, avant de répondre, donc 10 secondes de réflexion, c'est toujours apprécié. Ce qui est plus gênant, c'est quand vous en êtes à 30 secondes de silence, où là on voit vraiment que vous êtes bloqué. Donc là c'est différent. Mais là je vous parle de temps d'hésitation entre 3 et 10 secondes, c'est complètement accepté, voire même ça vous mettra plutôt en position favorable. Donc ayez cette conscience-là, de ne pas paniquer parce que vous avez 3, 4, 5 jusqu'à 10 secondes de silence. Deuxièmement, lorsque la question est posée qu'elle vous met en émotion, une technique qui fonctionne très très bien pour faire redescendre de façon très rapide, en quelques secondes, 2-3 secondes, ça fonctionne. Vous reformulez la question. C'est-à-dire vous reprenez la question, vous la reformulez à voix haute. Une troisième technique peut être de faire préciser la question si vous avez un doute. Non seulement en faisant reformuler la question, vous parlerez, vous direz est-ce que je ne suis pas bien sûr d'avoir saisi tout à fait la question. Est-ce que s'il vous plaît, monsieur, vous pourriez reformuler votre question, reformuler la question, ou bien ça peut être une question, est-ce que la réponse que vous attendez est uniquement sous l'angle économique ou est-ce que l'angle, je ne sais pas, sociologique, peut-être vous attendez une réponse sous l'angle sociologique. Donc voilà, vous posez une question, si possible ouverte, de façon à ce que le temps de parole du jury ne soit pas juste oui ou non, mais soit une reformulation qui vous fasse gagner un petit peu de temps et qui permette à ce pic d'émotion qui est en vous de redescendre de façon à ce que vous soyez mieux armé
que votre cerveau soit en meilleure position pour répondre à la question posée. Voilà pour ces tips, pour ces conseils sur la gestion du stress avant et surtout le jour J. Deuxième partie de cette conférence sur l'aisance oratoire, sur l'art oratoire. Je vous propose d'aborder 6 points. Le premier point sur la posture corporelle à avoir devant le jury. Deuxième point sur la gestuelle, qu'est-ce qu'on fait de ses mains, qu'est-ce qu'on fait de ses bras. Dans la gestuelle, j'aborderai le sujet du regard qui fait partie de la gestuelle. Quel regard avoir lorsque vous avez 2 à 10 personnes devant vous. Comment travailler votre voix, comment faire en sorte que votre voix soit audible et plus qu'audible ait un impact sur l'appréciation positive qu'un juré ou qu'un jury peut avoir de votre prestation. J'aborderai le sujet du sens de la répartie, qui est l'une des voies royales pour gagner des points devant un jury. Et j'aborderai un dernier point sur l'attention, comment développer sa capacité d'attention et comment susciter l'attention des jurés. Premier point sur la posture corporelle. La bonne posture corporelle, vous êtes dans la plupart des cas en position assise, plus rarement en position debout. Notez sur ce point qu'il peut y avoir des situations où vous avez un tableau derrière vous. Donc je vous invite à repérer lorsque vous entrez dans la salle la présence ou non de marqueurs ou de craies selon la nature du tableau devant lequel vous intervenez. Parce que du coup, ça peut être une ressource, une opportunité pour vous de marquer des points, qu'à un moment donné des réponses, vous puissiez enrichir une réponse par une démonstration où vous allez demander la permission de vous lever pour expliquer sous la forme d'un schéma, sous la forme d'un diagramme, d'une courbe ou d'un calcul votre réponse et la réponse à la question posée. Mais dans la plupart des cas, vous serez en position assise. Donc la bonne posture corporelle en position assise, c'est le dos droit, légèrement penché en avant, la tête droite, le menton parallèle à la table. Alors l'idée d'être légèrement penché en avant, c'est le fait de ne pas être raide et que votre corps puisse occuper l'espace symboliquement, mais en réalité de façon très physique, l'espace qu'il y a entre vous et le jury. Vous êtes dans la relation aux autres, vous êtes dans la relation au jury, et c'est intéressant que votre corps soit dans cette zone d'interaction, dans cette zone de communication, de la même façon que votre voix, qui est une onde, va occuper cet espace pour arriver jusqu'aux oreilles et jusqu'au cerveau de votre jury. Les pieds posés à plat sur le sol, bien sûr, les avant-bras posés sur la table, avec 3 positions possibles des mains, soit les mains posées à plat sur la table, soit l'une sur l'autre, ou soit les 2 mains croisées. Ces 3 positions des mains sont tout à fait acceptables et professionnelles et vous permettent d'avoir une gestuelle appropriée. En ce qui concerne la gestuelle, vous avez différentes possibilités. La première image en haut à gauche montre une position de main l'une sur l'autre. Vous voyez que dans cette position-là, votre corps forme une sorte de triangle de la tête avec les 2 côtés. Et cette position de triangle est une position solide, une position professionnelle. Vos mains peuvent se joindre, comme en haut à droite. C'est un geste de précision où vous appuyez votre discours en mettant vos 2 mains pour insister sur un point en particulier. La gestuelle, deuxième ligne à gauche, c'est une gestuelle d'ouverture, deuxième ligne à droite également. Vous avez la gestuelle en bas à gauche d'énumération, où vous notez premier point, deuxième point, troisième point. Un autre geste d'énumération, c'est premier point, vous avez le pouce en l'air, deuxième point, l'index se dresse, troisième point, vous avez le majeur qui se rajoute. Et puis la dernière image en bas à droite, c'est une image, n'y voyez aucun message, c'est simplement parce que cette main qui précise, j'ai eu du mal à en trouver des exemples. Bon, vous avez cet exemple-là, mais n'y voyez aucun message subliminal de ma part. Voilà, c'est lorsque vous cherchez à préciser un point. Là, dans ce cadre-là, l'index rejoint le pouce pour préciser ce point et le regard va avec pour rythmer votre discours. La gestuelle, ça sert à quoi? Ça sert à rythmer votre discours. Et c'est un appui de la voix, du regard aussi. Alors sur le regard, même si c'est compliqué, c'est là où l'entraînement avec les webcams, l'entraînement en vous filmant, l'entraînement avec les smartphones peuvent vous permettre de vous aider à développer ce regard qui regarde.
C'est l'une des principales difficultés que l'on observe lorsque l'on est juré de ces oraux de concours ou d'examen, c'est la difficulté qu'ont certains candidats à regarder les jurés dans les yeux. Et pourtant, c'est ce qu'on attend de vous. Vous voyez, cette posture professionnelle, cette posture de futur professionnel, mais que l'on aimerait voir devant nous, eh bien, c'est celle d'un candidat qui regarde lorsqu'il parle, avec la difficulté souvent que lorsque l'un des jurés pose une question, le candidat va souvent avoir un regard que pour la personne qui pose la question, alors que idéalement, il faudrait que vous ayez une attention pour les autres membres du jury. Donc un regard qui regarde et qui sourit lorsque cela est pertinent, lorsque vous regardez et que vous souriez. Voyez par exemple dans l'échange que cette jeune femme a avec la personne qui est devant elle, eh bien le regard qui sourit marque des points. De la même façon, dans toutes les situations, il faudrait que vous puissiez développer ce regard qui sourit. Lorsque vous avez un jury composé de 4 personnes, je propose cet exemple qui est celui de la photo en haut à gauche, je vous invite à adopter cette règle du 70-30, donc pour un jury de 4 personnes, et vous adapterez les chiffres en fonction du nombre de jurys. De vous dire que 70% de votre réponse est dédiée et que votre regard soit dédié à 70% du temps de votre réponse à celui ou celle qui vous a interrogé. Donc dans cette situation, l'homme à la cravate rouge vous pose une question, 70% de votre temps de réponse sera pour cet homme à la cravate rouge, avec l'idée que vous puissiez, dans le temps global de votre réponse, accorder un temps pour le premier, le troisième et le quatrième juré dans votre réponse, de façon à ce que chacun se sente concerné, mais à part égale, avec la part royale, j'allais dire, pour celui qui a posé la question, que votre réponse puisse concerner l'ensemble du jeu. Je vous invite sur la voie à, dans votre façon de parler, d'ajouter des silences. Les silences, c'est un temps d'écart entre deux mots, de l'ordre, de 2 secondes. Vous voyez, dans les phrases que j'ai depuis le début, vous pouvez noter que ça n'est pas un flot continu. Je mets des silences, je mets des respirations. Les respirations, c'est plutôt une demi-seconde, une seconde maximum. Donc des silences et des respirations. Vous voyez, là, j'ai mis un silence entre le mot silence et des respirations. Ça sert à quoi les silences? Ça sert simplement à mettre en exergue un mot ou un groupe de mots sur lequel vous voulez mettre une accentuation. Vous pouvez avoir dans votre voix une voix plus forte sur certains mots ou sur certaines phrases, de façon à donner là encore plus de relief à un mot ou à un groupe de mots. Vous pouvez avoir un rythme où vous accélérez les mots, de la même façon que vous pouvez avoir un rythme où vous ralentissez votre façon de parler. Les respirations, j'en ai parlé, plutôt une demi-seconde. Les accélérations, je viens d'en parler. Les ralentissements, j'en ai parlé. Et puis les accents toniques. Alors en anglais, la façon de prononcer les mots, tous les mots ont des accents toniques. Mais la langue française n'a pas d'accent tonique. Donc rien ne vous empêche d'ajouter des reliefs dans les mots. Vous voyez, quand je dis des reliefs, il y a un accent tonique sur le re. Relief, de façon à donner une petite impulsion au cerveau des personnes qui vous écoutent et à faire en sorte que l'ensemble de votre discours, qu'il soit dans la préparation, dans la présentation initiale ou bien dans la réponse aux questions, vous puissiez mettre de l'emphase, vous puissiez forcer l'écoute, vous puissiez forcer l'intérêt des personnes qui vous écoutent. C'est tout l'intérêt d'avoir un travail spécifique sur la voix. La voix est importante parce que lorsque vous allez entrer dans la salle, vous allez prononcer vos premiers mots. Alors les premiers mots, c'est pour dire quoi à votre avis? Les premiers mots, c'est simplement pour dire bonjour. Vous avez 4 situations. La situation où, dans cette situation, vous avez plusieurs dames et un monsieur dans le jury. Dans ce cadre-là, je vous invite, même si je sais, ça n'est pas forcément naturel pour vous, si vous voulez marquer les esprits avant d'avoir commencé quoi que ce soit, je vous invite à utiliser les codes de politesse qui font plaisir à tous les jurés, c'est-à-dire de ne pas dire simplement un bonjour timide, souvent en baissant la tête ou en continuant à avancer sans regarder, mais de regarder chacun des membres du jury et dans le cas où il y a au moins 2 dames et un monsieur,
de dire bonjour mesdames en regardant les 2 dames ou les 3 dames ou les 4 dames et de regarder le monsieur à la fin en disant bonjour monsieur. Dans le cas où il y a plusieurs dames et plusieurs messieurs, je vous invite à prononcer, à adapter votre formule en disant bonjour mesdames, bonjour messieurs, ou bonjour madame, bonjour messieurs, ou bien bonjour monsieur, bonjour madame. Alors là, j'ai indiqué que ça n'est pas possible, puisque c'était dans le cas où il y avait au moins 2 messieurs et 2 dames. Mais vous pouvez avoir un jury composé de 2 personnes, où c'est possible d'avoir un monsieur et une dame. Les mots suivants, lorsque vous aurez dit bonjour et que le jury vous aura répondu, c'est d'attendre que l'on vous invite à vous asseoir. Surtout ne commettez pas cette faute de jeunesse, entre guillemets, ou cette faute d'impolitesse qui est de prendre la chaise, de prendre la chaise et de vous asseoir sans qu'on vous y ait invité. Donc l'un des jurés, souvent le président de séance, vous invitera à vous asseoir en vous disant quelque chose comme je vous en prie monsieur, asseyez-vous, ou je vous invite à vous asseoir. Et je vous invite de mon côté, à utiliser 2 formules, enfin l'une ou l'autre. Soit je vous remercie, puisque vous aurez déjà dit monsieur et madame juste avant, ou soit je vous remercie madame, ou bien évidemment je vous remercie monsieur, en adaptant votre présentation. Le sens de la répartie, qu'est-ce que c'est? Le sens de la répartie, c'est la capacité à présenter, alors souvent en réponse à une intervention, en réponse à une question, à présenter de façon, comment dirais-je, un petit peu hors cadre et souvent avec de l'humour, d'avoir une réponse, voilà, hors cadre et qui comporte une dose d'humour. Voilà. Alors, plusieurs exemples de répartie, pris dans un premier temps dans l'univers politique, vous avez sous les yeux une photographie de Winston Churchill. On est à la Chambre des Lords. Une dame apostrophe Churchill et lui dit « Si j'étais marié avec vous, monsieur Churchill, je verserais du poison dans votre verre. » Churchill lui aurait répondu « Madame, si j'étais marié avec vous, je le boirais. » Situation de répartie, de sens de la répartie, sans doute que cette image vous rappelle quelque chose, soit parce que vous l'avez vécu, mais si vous êtes jeune, soit parce que vous l'avez vu plutôt sur Internet, puisqu'il s'agit d'une date un peu ancienne, qui est en 1988. En 1988, il y avait le débat présidentiel, la campagne présidentielle pour les élections du président de la République en France. Donc François Mitterrand à droite était le président en exercice et à gauche, il y avait son Premier ministre, puisque la présidence de François Mitterrand s'était terminée par une période de cohabitation, avec donc un homme de droite à gauche qui est son Premier ministre. Et nous sommes dans un débat télévisé à grande écoute, l'un des grands débats qui précédait donc l'élection, le premier tour de l'élection présidentielle en 1988. Et Jacques Chirac à gauche a dit à François Mitterrand « Ce soir, monsieur Mitterrand, nous sommes 2 candidats à égalité dans ce débat. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le président et je ne suis pas votre Premier ministre. » Et François Mitterrand, qui avait beaucoup de sens de la répartie, lui a répondu « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. » Autre sens de la répartie plus proche de nous, là on est dans le cadre d'un entretien de recrutement. Question posée par le recruteur à gauche, pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat? Sens de la répartie du candidat. Je vais vous décevoir, monsieur, car je suis dans l'incapacité de vous répondre. Quand vous arrivez à planter une phrase comme ça, c'est vachement intéressant. Mais si vous me donnez le CV des autres candidats, je pourrais vous dire pourquoi je pense être le meilleur candidat. Voilà, la question est tronquée, la réponse est astucieuse. Si vous arrivez à faire ça devant le recruteur, avec un sourire, vous ferez sourire votre interlocuteur qui reconnaîtra votre intelligence, votre courage aussi à oser ce type de réponse, car il faut un petit peu de courage, ou en tout cas de confiance en soi, si ça n'est pas du courage, pour planter ce type de réponse. Autre situation que j'ai vécue à titre personnel en tant que coach de dirigeant. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes un bon coach? Je ne suis pas mieux placé pour vous répondre, mais vous aurez une idée plus précise dans 1h30 lorsque nous aurons terminé cette première séance. Vous voyez, c'est une réponse qui a du sens, une réponse intelligente et une réponse qui a beaucoup de bon sens parce que effectivement, dans 1h30, après ce premier rendez-vous avec cette cliente, eh bien, elle saura si cette personne à droite
que l'on voit de trois quarts, eh bien, est un bon coach ou pas. Comment développer son sens de la répartie? Alors, c'est compliqué, c'est un travail de fond. Je pense qu'il y a 4 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Alors, on ne travaille pas son sens de la répartie en 24 heures, hein, c'est beaucoup plus long que ça s'inscrit dans le temps. Je pense qu'il n'y a pas de sens de la répartie adapté sans écoute active. Donc, ça nécessite, pour développer son sens de la répartie, de développer sa capacité d'écoute de la parole de l'autre. Le deuxième point, c'est d'avoir du bon sens. Vous pouvez tout dire, même en sortant du cadre, tant que vous gardez votre bon sens, vous êtes sûr de ne pas dire de bêtises. Le troisième point, le troisième levier pour développer votre sens de la répartie, c'est quand même d'avoir une sorte de goût du jeu, de goût de l'aisance oratoire, mais dans le sens d'aimer ça. Et puis le quatrième point, c'est d'avoir le plus possible de culture générale. Plus vous avez de culture générale, c'est-à-dire d'informations, on va dire à 360 degrés sur plein de sujets, et plus il vous sera facile de piocher dans vos connaissances la bonne info mise au bon moment en rapport avec le sujet sur lequel vous intervenez. Dernier point d'intervention sur l'aisance oratoire, sur l'attention, sur le fait de capter l'attention, comment capter l'attention d'un interlocuteur, c'est-à-dire comment est-ce que cette jeune femme capte l'attention de ce juré devant elle. La base, c'est d'avoir un regard ancré dans le regard de l'autre, d'avoir une posture, une gestuelle ouverte. Vous voyez, là, les mains sont en avant, elles sont tournées vers la personne qui a posé la question. Si possible d'avoir un sourire, c'est mieux. Le sourire est une sorte de média. C'est un pont entre vous et moi, un pont agréable. Quelqu'un qui sourit, si c'est un sourire sincère et qui vient appuyer un discours, aura tendance à vous faire sourire. Donc ce sont des ondes positives sur lesquelles il est plus facile de capter l'attention. Et puis l'attention du point de vue de développer son attention vis-à-vis des membres du jury, être dans une écoute active, comment est-ce qu'on fait ça? Un petit peu de la même façon que lorsqu'on capte l'attention, un regard ancré dans celui du juré, des assentiments de la tête, vous voyez, il y a la tête qui peut deliner comme ça pour manifester son accord sur ce que le juré est en train de dire. Il peut y avoir des mots d'appui en plus de l'appui d'une tête qui peut bouger pour dire qu'il est tout à fait d'accord avec ce que le juré dit, en disant en effet, oui, en effet, etc. Ce genre de mots. Et puis bien sûr des sourires aussi, c'est plus facile de capter l'attention et d'être dans une écoute active si on montre à l'autre aussi que l'on comprend tout à fait, sous la forme d'un sourire par exemple, le message que ce juré vous transmet. Et puis, dernier point, donc une posture et une gestuelle ouverte, comme on l'a vu précédemment. Pour développer sa capacité d'attention, il y a un exercice que je développe depuis un petit peu moins d'un an avec mes jeunes clients, qu'ils soient au collège, au lycée ou en post-bac, notamment pour les oraux de jury, qui est l'exercice de la bulle d'attention. Imaginons que ça soit le monsieur barbu au centre qui ait posé une question à cette jeune fille qui est sur le point de répondre. Je vous invite mentalement pour favoriser votre écoute, pour favoriser votre attention sur ce que ce juré est en train de vous dire, et tant que vous êtes en communication avec lui mentalement, de créer cette bulle d'attention qui englobe votre corps et le corps du juré. Et lorsque cet échange sera terminé, que ça sera un autre juré qui posera la question, je vous invite à faire exactement le même exercice, ou si c'est le jeune homme de droite qui a posé une question, pareil, vous déplacez votre bulle d'attention qui englobe vos deux corps, avec l'idée que dans cette bulle d'attention, rien ne peut vous arriver, votre cerveau est 100% dédié à l'écoute de la personne, et 100% dédié lorsque vous parlez aussi de façon à ce que votre parole circule dans cette bulle pour impacter le plus fortement possible le cerveau de votre interlocuteur. Cet exercice de la bulle d'attention, je vous invite vraiment à le tester. Il est formidable, il est très efficace, il est très simple à faire. Voilà. Voilà pour cette conférence, comment vous préparer à votre grand oral de M2, mais également de M1, mais également de L3. Et pour tous les concours d'entrée, ces concours concernent 2 jusqu'à 10
jury. Alors c'est le cas 10, c'est un cas un petit peu extrême, mais ça peut être le cas notamment lors de certains oraux de concours de la fonction publique, voilà, où parfois les jurys peuvent être composés de nombreux jurés. Je vous rappelle ce livre, Mon coach en préparation orale. Ce livre duquel j'ai tiré tous les exercices que je vous ai présentés, vous en retrouverez plein d'autres pour donner le meilleur de vous-même devant un jury, en sachant comment vous présenter, comment répondre aux questions. Vous avez plein de questions classiques posées par les jurys aux oraux de concours et d'examens qui sont décortiquées, où je vous donne plein d'exemples de réponses, des structures de réponses aussi pour vous tirer de toutes les situations, des exercices, d'autres exercices encore pour gérer votre stress, pour développer votre sens de la répartie, pour travailler votre voix, plein d'exercices sur le travail de la voix, rendre votre voix audible et puissante, des exercices et des dessins pour vous montrer les bonnes postures, la bonne gestuelle, comment travailler ses arguments, gagner en aisance et en confiance. Ce livre est paru fin janvier de cette année aux éditions Vuibert. Vous le retrouverez dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez le commander auprès de votre libraire, vous pouvez le commander en Fnac, dans n'importe quel réseau qui distribue des livres en France et à l'étranger. Vous pouvez également le commander sur Internet. Il y a juste une petite préférence, si c'est possible pour vous, de les commander dans votre réseau de librairies. Vous trouverez également d'autres exercices de préparation mentale et physique aux examens sur un site que j'anime qui s'appelle sophroschool.fr. Et sur ce site, vous verrez, il y a pas mal de vidéos, d'exercices, d'articles, de conseils. Vous pouvez me poser n'importe quelle question sur ce site, j'y répondrai volontiers pour mieux préparer votre oral. Et si vous souhaitez avoir un accompagnement de type coaching ou de type sophrologie sur tous les sujets du stress, de l'aisance oratoire, de la concentration, de la procrastination, du sommeil, de la gestion de l'énergie, de la gestion de votre confiance en vous, eh bien, je suis à votre disposition. Il y a un formulaire de contact sur ce site sophroschool.fr. Les accompagnements peuvent se faire à distance également si vous n'habitez pas la région parisienne, si même vous habitez l'étranger. On peut tout à fait fonctionner de façon dématérialisée pour vous préparer au mieux à votre prochaine orale d'examen ou de concours. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos qui seront diffusées sur sophroschool.fr.